et une fois de plus, je ne serai pas coiffée. Il y a eu un vent tout l'après-midi et j'arrive pas à m'en sortir. Alors tant pis, on fera avec, hein, parce que de toute façon, je suis pas coiffée d'habitude, donc vous verrez peut-être pas la différence. Donc aujourd'hui, on va parler mécanique. Les astuces que je vais vous donner, elles peuvent vous servir sur une voiture récente aussi, afin d'économiser votre batterie pour pas me la changer au bout de 3 ans, alors que déjà à la base, elles sont censées durer à peu près 4 ans, et qu'on peut les faire durer un peu plus longtemps avec juste de simples petites astuces d'entretien. Alors pas forcément en plus tous les jours, puisque justement, je vous ai répertorié une liste que vous pourrez télécharger et que je vous mettrai dans la barre d'infos, donc ça ressemblera à ça. Il y a les dates où vous êtes censé faire vos entretiens, de façon à ce que ce soit pas trop souvent, donc pas trop prise de tête, qu'en même temps ce soit noté pour pas que vous oubliez, et ça peut vous permettre d'éviter d'aller changer des pièces qui ne sont pas nécessaires au garage, juste en détectant si la panne ne viendrait pas d'autre chose. Voilà, ça va vous permettre peut-être de remettre votre voiture à jour, parce que finalement dans la liste, moi j'ai dû changer quasiment toutes les pièces pour que ma voiture accepte enfin depuis cet hiver de démarrer sans problème, sans que je sois obligée de la pousser, sans que je sois encore obligée de changer une pièce. Donc je vais essayer d'être le plus simple possible, de façon à ce que les réfractaires à la mécanique restent avec moi, de façon à ce que plus tard, vous puissiez vous débrouiller aussi tout seul, parce que c'est bien de compter sur papa, mais papa il sera pas toujours là, ou papa il sera peut-être loin, et vous serez bien content de savoir vous débrouiller tout seul avant de passer chez la case mécano, faire un diagnostic. Finalement, si un ensemble d'entretien a été fait correctement dès le départ, plus de problème de démarrage. Alors si dans les commentaires vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Si bien entendu je ne suis pas capable de répondre parce que je ne suis pas mécano, peut-être que d'autres personnes pourront y répondre à ma place ou vous donner d'autres astuces. D'ailleurs, ceux qui ont d'autres astuces pour entretenir leur voiture, n'hésitez pas à les mettre, ça peut dépanner d'autres personnes. Là, le but c'est vraiment de faire au plus simple aujourd'hui, de façon à ce que tout le monde s'en sorte avec une vieille bagnole ou une voiture plus récente, pour l'entretenir et pour la garder le plus longtemps possible, pour s'éviter des frais au garage qui ne seraient pas utiles. De plus, j'ai pu constater que les vérifs qu'on vous fait faire en voiture, qui sont pour le coup une idée plutôt intéressante lorsqu'elles ont été créées, parce qu'effectivement quand on se retrouve jeune conducteur, on se retrouve avec une voiture dans les mains et on ne sait pas quoi en faire et on ne sait pas comment l'entretenir, et on se fie à papa, maman, ou bien on se retrouve à aller chez le mécano juste pour remettre un peu d'huile. C'est quand même plutôt dommage, et j'aimerais bien pouvoir faire des économies à d'autres jeunes conducteurs qui, comme moi, n'ont pas forcément eu quelqu'un sous la main tout le temps pour faire leur petite révision classique. Les vérifs en soi, elles vous donnent un bon coup de main. Il y a malgré tout quelques points qui sont un peu dommages, c'est que on n'a pas le temps de vous faire la pression des pneus, ou du moins si ça vous est tombé dessus, tant mieux, parce que ça arrive que pendant une leçon on sache qu'il faut aller faire la pression. Donc cet élève-là va bénéficier de cette expérience et les autres n'en auront pas forcément eu l'occasion, parce que de toute façon on fait la pression des pneus une fois par mois en auto-école, c'est rarement plus. Donc du coup je vais vous parler également du témoin d'usure, parce que c'est quand même dommage qu'on vous explique au code qu'est-ce que c'est qu'un témoin d'usure et que finalement vous ne sachiez même pas le contrôler quand on vous pose la question. Vous savez où elle repère, éventuellement, c'est même pas sûr, mais en tout cas en leçon il est rare qu'on vous montre ce que c'est réellement un témoin d'usure, alors que c'est quand même autant important que de savoir contrôler le flanc de son pneu. Plus le fait de savoir la hauteur de ce témoin d'usure va éviter que lorsque vous irez au garage et que vous tombez sur quelqu'un de pas très bien intentionné, il vous fait changer le pneu beaucoup trop tôt par rapport à ce qui est nécessaire. Votre pneu était encore bon et on va vous le faire changer. Donc dans l'idéal, vous êtes censé faire vos vérifs une fois par mois. Vous faites vos vérifs en principe en avril-mai, donc au beau jour, comme là c'est le cas, ce qui va vous permettre de passer l'été en toute sécurité. Si vous avez en plus voulu changer vos pneus hiver-été, pour ceux qui en ont, ça va être la bonne période pour faire le changement. Vous allez le faire également au mois de septembre. Et tant qu'à faire, vous ferez toutes vos vérifs et toutes les petites astuces que je vais vous donner, de façon à ce que vous soyez parés également pour l'hiver, pour recadrer votre voiture, pour que vos démarrages d'hiver se passent bien, pour entretenir votre batterie. Donc c'est ce que je vous note sur la feuille. Il y a les périodes possibles. Vous pouvez également faire une petite croix dans le tableau, parce que c'est le but. Et je vais vous donner le cas de la vidange, parce que la vidange est un très bon repère pour faire ces vérifs. J'entends pas les vérifs auto-école, là j'entends les vérifs entretien, genre changement des bougies, tête de Delco, plein de petites choses comme ça. Souvent on dit que c'est toutes les vidanges ou une vidange sur 2. Du coup, si vous notez la date de votre dernière vidange, par exemple, moi je l'ai faite pour la mienne à 92 000 km. Ma vidange se fait environ tous les 15 000 km. Sur le carnet d'entretien, c'est marqué 15 000. Maintenant, dans les faits, est-ce que je vais la changer à 15 000? Non, peut-être pas. Ça va dépendre si mon huile est noire ou non. Alors, je ne vais pas attendre qu'elle soit extrêmement noire, mais quand elle commencera à être sale, je vais la changer. Mais tout aussi bien, ça ne sera pas 15 000, mais 18 000. Du coup, 92 000 plus 18 000, je m'épargne le calcul, ça donnera un chiffre. Et ce chiffre-là correspondra peut-être pas à 15 000 en 15 000 en 15 000. Du coup, notez bien la date
enfin le kilométrage de votre dernière vidange, ça vous permettra de savoir quand est-ce que ce sera à peu près à refaire et à quel moment. Ce qui va vous permettre aussi de vous dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait mon niveau d'huile. Bah, quand vous faites votre niveau d'huile, vous savez que si elle commence à être un peu marron, si ça correspond au nombre de kilomètres, c'est qu'il faut changer l'huile. Donc là, on voit bien que mon huile est encore parfaitement jaune. Bien entendu, je vous demande de regarder le tissu et non pas la baguette au centre, à l'endroit où on est censé regarder habituellement, parce qu'il y a un faux jour sur la photo. Si vous regardez bien le bas de la baguette, c'est bien du jaune, et sur le tissu, c'est bien du jaune. Mon huile, quand elle est dans cet état-là, est encore propre. J'en profite pour faire un petit rappel à propos de l'huile, quant à son importance. Que vous risquez si vous en manquez ou si elle a une mauvaise qualité, c'est vraiment le grippage de vos pièces, voire la casse de vos pièces. Alors qu'est-ce que j'appelle un grippage pour ceux qui n'aiment pas la mécanique? L'huile, c'est ce qu'on met dans les gonds de votre porte, de façon à ce que votre porte coulisse correctement sans couiner. Quand elle commence à couiner, c'est que les deux pièces de métal frottent entre elles, c'est bien que vous les usez. Bon, en plus du bruit désagréable, mais ça à la limite, c'est pas le plus grave. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, vous allez finir par carrément casser vos gonds, voir se déchiqueter en petits morceaux à cause de la corrosion, parce que l'huile permet également d'éviter la corrosion. Lorsque vous pensez huile, pensez aux gonds de les portes si ça peut vous aider. En tout cas, c'est vraiment indispensable d'utiliser une huile de très bonne qualité lorsque vous faites vos vidanges de voiture. Puisqu'on parle vidange et qu'on parle d'huile et de la qualité, dans votre bouquin d'entretien de véhicule, il est écrit en règle générale 15W40, 10W40. Vous entendrez souvent les gens dire du 540 ou du 1040. Ils vont oublier le W. Et c'est pour ça que je vous mets la photo, parce que lorsqu'on se retrouve pour la première fois à acheter de l'huile dans le rayon grande surface, avec les 50 bidons d'huile qu'on nous propose, on peut être franchement paumé pour savoir quelle huile on utilise. Donc regardez votre livre d'entretien, éventuellement notez-le vous à un endroit à part pour éviter de rechercher la bonne page à chaque fois. Et surtout si c'est du diesel qu'on vous demande, puisque vous avez une voiture diesel, c'est bien du diesel qu'il faut prendre et pas de l'essence. Si c'est de la semi-synthèse ou de la synthèse, c'est la même chose. C'est hyper important de l'avoir noté pour pas l'oublier. Quant aux 540, 1040, 1540, c'est effectivement également primordial que ce soit la bonne huile qui soit prise. Donc 3 références à prendre lorsque vous achetez votre bidon d'huile: l'essence ou le diesel, l'indice, donc vraiment le 1040, 1540, etc. Et également synthèse, demi-synthèse ou même minérale. Plus par exemple pour les bougies, sur la mienne on change les bougies à peu près toutes les 2 vidanges. Bah, je saurais que première vidange j'ai pas changé, deuxième vidange j'aurais fait. Et comme j'aurais noté, ça va m'éviter d'y penser tout le temps en me disant mince, quand est-ce qu'il faut que je le fasse. Il y a également le liquide de refroidissement qu'il vaut mieux faire tous les mois sur la Panda. C'est très souvent le liquide de refroidissement, hein. C'est vraiment un des trucs qui part le plus vite. Du coup, bah oui, tous les mois je vérifie. Seulement savoir quand est-ce que je l'ai fait. Est-ce que j'ai fait en début de mois? Est-ce que je l'ai fait en fin de mois? Est-ce que dans quelles conditions je l'ai fait? Parce que par exemple en juillet-août, forcément elle va me pomper un petit peu plus en liquide de refroidissement parce qu'il fait chaud. Du coup, faut pas hésiter, vous vous référez à votre feuille, ce qui va vous éviter de le faire tous les 15 jours, mais ce qui va aussi vous éviter de le faire que tous les 2 mois. Donc là, on va démonter le filtre à air. Et donc cette partie-là que papa est en train d'enlever est une partie qu'on peut largement passer au compresseur, donc qu'on appelle également soufflette. Il est trop sale, il faut le changer, hein. Les deux vidanges. Alors, parce que je viens d'y penser, vous aurez l'info, parce que sinon je ne vous l'aurais pas donné. Lorsque, quelquefois, on veut acheter des pneus, on veut les acheter à pas cher et on se retrouve à aller sur le bon coin pour le faire, sachez que certains pneus sont quand même super vieux. Et lorsqu'ils sont durs, ils n'adhèrent plus à la route, parce que justement, ils sont durs. C'est un peu comme une paire de chaussures qui est neuve ou qui est très fine et très dure. Comme les mocassins et tout ça, du coup vous allez glisser avec. Donc si on essaye de vous vendre une voiture une voiture ou des pneus qui sont durs comme du béton, par pitié n'achetez pas, parce que ça serait une très grosse erreur. Certes, les témoins d'usure sont quelquefois encore bons, parce que le témoin d'usure il est bon, le flanc il est tout beau, mais alors, le truc c'est du béton. Moi on a essayé de me faire croire que j'allais pouvoir circuler avec, qu'il n'y avait pas de danger, etc. Alors que c'est archi faux, hein. Vraiment, n'achetez pas dans ces conditions-là. Avant d'acheter un pneu, vous vérifiez qu'il soit bien mou. Bien sûr, vous n'aurez pas ce genre de problème dans les garages. Par contre, sur le Bon Coin ou compagnie, méfiez-vous, ils sont pas longs à vous vendre des trucs juste pour s'en débarrasser. Donc, pour ceux qui n'ont pas les étiquettes à lire, sachez que moi, je garde toujours mon bouquin d'entretien ouvert à la bonne page, parce que sinon, on oublie. Donc, si ça veut bien arrêter de gigoter, ce truc-là. Du coup, comment ça se lit? Alors, déjà, faut connaître votre voiture. Donc, en l'occurrence, pour la mienne, c'est bien une Panda.
une Panda 1000. Et la taille de mes pneus, c'est 135 par SR13. Moi, je n'ai pas celle-là, donc je ne suis absolument pas concernée par ces charges-là. Ensuite, donc on a l'avant, ils sont sympas, sur ma voiture, c'est marqué AV. Ce serait à confirmer, mais je crois que dans tous les cas, on commence toujours par l'avant et ensuite par l'arrière, quelle que soit la vignette, quel que soit le dessin. Vous voyez sur cette voiture-là qui est dessinée, l'avant du véhicule est donc descendant et l'arrière du véhicule est montant. En tout cas, c'est toujours la pression de l'avant qu'on vous donne en premier. AV et donc arrière. Donc ça veut dire qu'en théorie, je mets 2 à l'avant de ma voiture et 2 à l'arrière de ma voiture. Donc là, sachant que la voiture n'est pas chaude, ça fait pas, j'ai pas roulé depuis un petit moment, du coup, je vais pouvoir me contenter de mettre la bonne mesure, voire 2,2. Et là, ce sont les valeurs en pleine charge et qui veulent dire également sur autoroute. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez un peu trop roulé, comme par exemple, vous habitez qu'à 10 minutes de votre station-service pour pouvoir faire le gonflage, et bien dans ces cas-là, vous rajoutez automatiquement entre 0,2 et 0,4 à votre pression normale. Papa utilise un compresseur de cette forme-là. Sur les stations-service, il y aura un bouton rouge pour enlever la pression et un bouton vert pour la mettre. Il faut savoir que pour mettre la pression, il faut garder appuyé longtemps et non pas relâcher immédiatement après. Vous voyez là, de la façon dont il le fait. Si on fait que ça, on met que des tout petits coups de jus, il vaut mieux garder la pression longtemps parce que sinon vous allez pouvoir toujours attendre un certain temps avant que ce soit gonflé. Du coup, cette fois, je vous explique comment ça se passe pour le pneu. Donc, comme vous l'avez appris en auto-école, cette partie-là, c'est le flanc. Sur cette partie, vous avez donc les fameuses mesures. Pour moi, ce sont des 135 par 80 en R13. Ça vous permet, de connaître quel pneu il faut acheter au magasin et ça vous permet également de savoir quelle est la pression des pneus en fonction de votre bouquin d'entretien. Donc jusque-là, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que vous savez pas à quoi correspond le témoin d'usure. Donc en théorie, soit je trouve un TWI, donc ici j'en ai un, ou bien je trouve une petite goutte comme la Selka, ou bien on peut trouver aussi des petits bonhommes Michelin qu'on appelle bibendum, ou quelquefois ce sont des triangles. Alors qu'est-ce que ça indique? Ça n'indique que l'endroit où se trouve le témoin d'usure. Donc si je prends mon TWI par exemple, je vais trouver mon témoin d'usure dans la première grosse fente ici. Lorsque vous mettez votre doigt, vous devez sentir une différence entre la hauteur de votre pneu et la taille de votre témoin d'usure. Il faut que vous ayez une certaine marge ici. Vous voyez, il y a une partie de mon doigt qui disparaît. Donc ça veut dire que mon témoin d'usure, j'y suis pas encore. Ce qui signifie que mon pneu n'est pas encore bon à être changé. Bien entendu, on n'attend pas le dernier moment non plus pour le faire. Mais là, ma marge est suffisamment grosse. Donc là, pour mieux le voir, je vais vous montrer sur mon pneu de secours, puisque moi, il est dans mon capot. Votre témoin d'usure, c'est ça. Vous avez votre pneu, le témoin d'usure, et donc ici, il faut que la marge elle soit plus grande possible pour que votre pneu soit bon. Donc là, par exemple, on voit que celui-là, il est un peu mangé, et on voit, il est presque pas mangé en fait, j'ai encore une sacrée marge avant d'être au témoin d'usure. Donc comme mes pneus sont quand même pas très vieux, je n'ai pas trouvé la fameuse hernie. Par contre, effectivement, sur mon pneu de secours, on voit qu'ici il y a une fissure. C'est ça qu'on vous demande de repérer en auto-école quand on vous demande si le pneu il est abîmé. Donc là, effectivement, cette craquelure pourrait provoquer en cas d'impact contre un trottoir un éclatement du pneu. Donc c'est pour ça qu'on ne roule pas avec ce type de pneu. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je change mon pneu de secours. Donc juste petit point de détail parce que c'est un truc qui peut casser les pieds quand on ne le sait pas. Si vous avez de la buée sur votre vitre et que malgré que vous ayez descendu votre fenêtre, ça ne part pas, il vous suffit d'appuyer sur votre vitre ou de tirer dessus de façon à ce que ça vienne frotter le long du joint et là votre buée va partir toute seule. Ce qui va vous éviter de mettre les doigts sur les carreaux, de les graisser et de faire que vous serez obligé de les nettoyer beaucoup plus tôt que prévu. Donc pour vous éviter ça, vous tirez sur votre vitre ou bien vous la poussez en fonction de comment est mis votre joint en fait. Autre chose à savoir, pour la vitre pour la vitre arrière, donc pour le désembuage arrière, qu'on appelle aussi dégivrages, vous avez des petits fils ici, qui sont des fils électriques. Quand vous appuyez sur le bouton, ça les enclenche, donc ça chauffe, et comme ça chauffe, ça vous enlève votre buée. Sur certaines voitures, il suffit que vous ayez monté un vélo dans le coffre de votre voiture, ou que vous n'ayez pas fait attention, vous aurez rayé à l'intérieur, pile à l'endroit où il y a ce fil, ce qui fait que le désembuage il sera cassé en fait sur cette ligne-là, et donc vous allez vous retrouver avec une certaine épaisseur de buée qui va rester. Mais voilà, sachez-le que quand vous grimpez quelque chose dans votre voiture, sur toutes ces petites lignes-là, il faut faire attention à ne pas faire un petit pet, après c'est foutu pour le désembuage. En cours de montage, je me suis rendu compte que la suite concernait principalement l'entretien du démarrage, que ce soit sur vieille voiture ou sur voiture plus récente. J'ai donc décidé de couper la vidéo à cet endroit-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!